Alors, on va poursuivre notre journée en fait avec trois thématiques sur l'impact en fait du cancer du sein métastatique. Et on va commencer par cet impact sur les émotions, sur notre vécu, avec deux invités. Deux présidentes en plus. Donc Catherine Adlertal, qui est donc présidente d'Étincelle, donc une des associations du collectif 1310, qui est aussi psycho-oncologue et sexologue. Et puis Aurélie Delamotte-Rouge, qui est présidente de l'association OSE, qui donc est une jeune association qui propose des séjours thérapeutiques innovants dédiés aux patients touchés par un cancer du sein métastatique. Donc elles vont nous parler finalement des besoins, des difficultés spécifiques et surtout des solutions pour essayer de mieux gérer cet impact émotionnel. Donc à vous deux, vous faites comme vous voulez, soit vous êtes ici, soit vous êtes là, et vous avez la petite zapette pour... voilà. Donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à préparer vos... Voilà, ça c'est pour avancer. Enfin, on verra bien. Oui, je pense que c'est ça. C'est bon là? Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre attention, de votre invitation. Alors, je vais commencer. Tu es d'accord? Pas de problème. Donc, je suis Catherine Adlertal, oncopsychologue, oncosexologue, présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer, qui offre des soins de support aux femmes atteintes de cancer. Alors, le cancer métastatique, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne vais pas vous refaire le cours qu'on a eu ce matin, que vous connaissez par cœur, tout sur le plan médical, mais sur le plan psychologique. En fait, quand on est atteint d'un cancer non métastatique, c'est un moment extrêmement dur dans sa vie, c'est un événement de vie douloureux, mais à un moment donné, la parenthèse va se refermer et les femmes vont plus ou moins reprendre à peu près le cours de leur vie. En cancer du sein métastatique, cette parenthèse ne se referme pas. Et c'est là toute la difficulté. Ça veut dire, imaginez-vous psychologiquement ce que ça peut faire de savoir qu'on vit avec un cancer en soi, et cela pour toute sa vie. Donc, autant vous dire que c'est une situation de stress, parce qu'on ne sait pas vraiment, on ne sait jamais quand est-ce que ça va aller, quand est-ce que ça ne va pas aller, quand est-ce qu'on va devoir changer de ligne de traitement. Et puis parfois, quand on a mal, on a le droit d'avoir des douleurs, comme tout le monde, hein, tout le monde a des douleurs. Mais souvent, les femmes me disent, j'ai mal à l'épaule, j'ai peur que ce soit une autre métastase. Vous voyez, il y a un côté un petit peu, vivre dans l'inquiétude en permanence. Tu peux faire passer le... Voilà, merci. Ensuite, le problème, c'est qu'il n'y a pas de signe extérieur de cancer. Ça ne se voit pas toujours, hein, et souvent avec les traitements du cancer du sein métastatique, ça ne se voit pas. En revanche, il y a des signes intérieurs de cancer. Alors évidemment, il y a un décalage avec l'entourage qui ne comprend pas toujours pourquoi la personne va tout d'un coup être fatiguée ou être malade ou avoir des douleurs, ne pas se sentir bien, ne pas avoir de morale, avoir peur, parce que ça ne se voit pas. Donc c'est ce décalage aussi qui est extrêmement important, parce que finalement l'entourage s'habitue souvent, parce qu'on s'habitue à tout malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ou alors peut ressentir aussi une certaine lassitude. Et alors, je vous donne l'exemple. Par exemple, j'avais une patiente qui était vraiment pas bien, donc qui était en arrêt maladie, qui avait un cancer du sein métastatique et qui a quand même voulu aller déjeuner avec ses collègues. Donc, bon, elle s'est préparée, etc. Et arrivée devant les collègues, qu'est-ce qu'elles lui ont dit? Oh, ben, t'as l'air en forme, tu pourrais venir bosser. Donc, tout ça pour vous prouver finalement que avoir un cancer métastatique, ce n'est pas une mince affaire sur le plan psychologique et sur le plan du décalage avec l'entourage. Et du coup, ça emmène une certaine solitude, une solitude psychologique, une solitude morale, et souvent un isolement, puisque la personne ne se sent pas comprise. Elle se dit, je vis dans une incompréhension, personne ne peut vraiment savoir ce que je ressens, à part mes pairs. Est-ce que j'ai raison, Aurélie? Ça marche. Oui, c'est vrai qu'on a identifié 3 grands impacts, comme tu disais. Le premier, c'est le stress, c'est le plus important. On sait que c'est une parenthèse qui ne se ferme pas. Et un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête. Et du coup, ce stress engendre d'autres difficultés qui peuvent être le yo-yo émotionnel. Il y a des périodes où ça va, d'autres ça ne va pas, au niveau de la maladie, au niveau du moral.
Et du coup, tout ça, ça peut aussi entraîner des difficultés de sommeil, donc de la fatigue, donc le moral. Enfin, c'est un cercle vicieux. Donc c'est compliqué à vivre au quotidien. Et puis, on sait bien qu'il va falloir vivre avec ce point d'interrogation. Cette épée de Damoclès, voilà. On peut dire ça comme ça, non? Ouais, je sais pas, chacun l'identifie comme il veut, mais c'est vivre avec l'incertitude. Et oui, il y a une épée, mais il y a aussi le fait qu'on ne sache pas. On ne sache pas si ça va aller, si ça ne va pas aller, quand ça va aller, quand ça ne va pas aller. Est-ce que ça empêche de se projeter ou Moi, je trouve que ce qui est important, c'est ce qu'on m'avait dit quand je suis rentrée dans ce parcours, c'est Aurélie, continue à faire des projets malgré le parcours de soins, continue à te projeter. Donc c'est propre à chacune, c'est en fonction de ses possibilités, de ses envies, de plein de choses, et de ce que nous laisse aussi comme liberté la maladie, mais de pouvoir se projeter dans la vie, ça permet d'être dans l'avant, d'être dans la vie, tout simplement. Et c'est quelque chose, je trouve, qui aide, quand on partage avec d'autres femmes, qui aide beaucoup. Après, il y a quand même, pour essayer de vivre avec ce point d'interrogation, moi je l'imagine comme ça, c'est d'essayer de rester le plus possible maintenant, c'est dans l'instant. Dans l'ici et maintenant. D'accord. Enfin, ça n'empêche pas quand même d'avoir des projets. C'est important, les projets, parce que les projets, c'est la vie. Ouais, mais après, il faut s'adapter en fonction de ce qu'on peut faire. Après, si on ne peut pas tous les réaliser, c'est un autre problème, mais au moins, toujours en avoir. Alors justement, tout ce qui va permettre de se détendre, tout ce qui va permettre peut-être de supporter vraiment dans le sens propre du terme la maladie et ses traitements, c'est grâce à, entre autres, une association comme la tienne, ou comme la mienne d'ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est soins de support. Alors, comme son nom l'indique, les soins de support aident à supporter. Donc, ça peut être les soins de support aussi bien psychologiques que physiques, tout ce qui est bien-être. C'est difficile la définition du soin de support parce que finalement, je sais pas, une personne qui va vous dire moi ce qui m'aide c'est de tricoter, c'est un soin de support, vous voyez. Mais effectivement, maintenant soin de support, c'est vraiment c'est la psychologie, c'est l'activité physique adaptée, c'est la nutrition et je crois l'esthétique. Tout ce qui fait du bien. Non, mais les principaux. Alors, c'est-à-dire, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse assez intéressante, c'est que nous, on a défendu le plaidoyer, le panier de soins de support à l'Assemblée nationale, qui est de 180 € par an et par personne. Autant vous dire que vous venez me voir 3 fois, c'est fini, et je ne suis pas la plus chère sur le marché de Paris. Et ce panier de soins de support, c'est pour l'après-traitement. Ah, alors là, j'ai dit non, là, ça ne va pas, là. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire après-traitement? Ça veut dire que d'abord, même quand on n'est pas métastatique, on a besoin quand même de soins de support. Et en plus, ça veut dire que ça élimine tous les cancers métastatiques. Donc on se bat pour élargir ce panier de soins de support. Bref, donc les soins de support, tu peux nous en parler un petit peu ? Tu parlais de ces soins de support spécifiques. Moi, j'ai presque envie de... Je sais qu'on peut s'appuyer sur ce qui est proposé dans nos centres quand il y a, sur les associations qui existent. On parlera des associations du collectif qui peuvent aussi aider. Bien sûr. Mais comme tu dis, c'est pas toujours remboursé, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours. Je pense que c'est important quand même de trouver nos soins de support proches de chez nous, ou en tout cas ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de surmonter. Il n'y a pas toujours l'offre autour de soi, donc il y a être dédié au cancer du sein métastatique, parce que de toute façon c'est pas toujours le cas. Et soit c'est dans l'après-cancer, ou soit il n'y a pas, parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de soins de support dédiés au cancer. Donc je pense que c'est quand même important de chercher sur quoi on peut s'appuyer comme des petites bouées en fait pour tenir sur la longueur, parce que notre maladie ça va être un marathon, c'est pas un sprint. On sait ça. Du coup, il faut arriver à trouver ce qui nous fait du bien, ce qui va nous soulager. Donc ça peut être de l'activité physique adaptée, parce que ça fait trop du bien et au corps et à la tête. Ça peut être pouvoir parler, on en parlera après, mais pouvoir partager, alors soit avec des professionnels ou avec des pairs, on discutera après. Et puis de rester dans l'instant présent. C'est facile à dire, on n'est pas forcément éduqué à ça, mais ça reste quand même peut-être une des meilleures solutions pour essayer de ne pas trop psychoter, que le stress ne soit pas trop envahissant. On sait qu'il y a des moments qui vont être plus difficiles quand les examens se rapprochent ou quand on commence un nouveau traitement parce qu'il y a rechute.
Et du coup, on n'enlèvera pas tout, ça c'est sûr. Non, il n'y a peut-être pas de solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des choses qui peuvent quand même soulager et d'aller chercher ce qui nous fait du bien, de tester si possible. Il y a quand même des... tu proposes par exemple en ligne, on en reparlera, hein, il y a des solutions, des soins de support même en ligne. Alors grâce au Covid, et je dis bien grâce au Covid, on n'a pas abandonné nos étincelles. Nos patientes, on les appelle des étincelles, c'est pas des patientes chez nous. On ne les a pas abandonnés pendant la période de confinement, etc. Donc on a fait des ateliers en distanciel, par vidéo, par Zoom, par Meet, par ce que vous voulez. Alors il y a un paquet de trucs comme ça. Et du coup, on s'est aperçu finalement que c'était pas mal. Et on a gardé, alors pas tous les ateliers, mais certains ateliers. Bon, moi c'est facile parce qu'en tant que psy, ça peut être aussi par téléphone, etc. En distanciel, parce que on s'est aperçu que c'était pas mal pour soit les femmes qui étaient trop fatiguées pour venir jusqu'à chez nous, soit celles qui habitent loin, qui ont un désert de soins de support au fin fond des campagnes ou je ne sais où il n'y a rien. Et donc ça leur permet effectivement de pouvoir quand même bénéficier d'un accompagnement. Et une troisième notion que j'aimerais bien en parler, en fait, c'est que de déculpabiliser, de se faire plaisir et de se consoler. C'est quelque chose qui va aussi au quotidien, quand on est fatigué, quand on a peur, quand on est douloureuse, s'autoriser à se poser et puis à trouver des petites puis à le dire plaisirs. Aussi. Ouais, à le dire, ça c'est pas toujours facile. Pourquoi tu dis déculpabiliser? Parce qu'on se sent coupable quand on est malade? Vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des proches, oui, c'est pas toujours simple. Non, je sais, c'était une question piège. Je sais bien. Tends-moi la perche. Ouais, c'est pas facile de dire non, je peux pas, et que ça retombe tout le temps sur les mêmes. C'est compliqué. Surtout quand on a des enfants. Hein. Ouais. J'arrive pas à bien m'occuper de mes enfants. Ouais, je suis pas. Alors non, il faut pas culpabiliser. Pas culpabiliser quand on a fait quelque chose de mal. Là, je veux dire, on l'a pas choisi. Hein. On est victime, on n'est pas coupable. Il faut arriver à trouver les bons mots pour le dire. Pour expliquer aussi. C'est pas simple de parler. On en parlera sur l'autre. Mais c'est pour ça qu'on existe. Hein. Ouais. Nous, les psys. C'est sûr. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, il faut arriver à tout combiner et c'est pas toujours simple. Et quand on peut, quand il y a des petites phases comme ça, des petits moments. Je sais pas, ça peut être des petits plaisirs de la vie et ça il faut les bouffer quoi, il faut les prendre et des choses toutes simples, on en parlera avec Carole tout à l'heure par exemple, simplement cuisiner, c'est des trucs Bien sûr. on n'en a plus forcément l'habitude ou pas l'envie, puis c'est tout un processus qui fait que elle nous en parlera, mais c'est des choses qui font du bien, on se fait du bien, on fait du bien aux autres et on partage. Les activités physiques adaptées ou simplement de la marche en fait, on peut toutes marcher autour de chez soi, d'avoir un rapport à la nature si possible, ça permet de redescendre. Mais quelquefois il faut se donner un petit coup de pied aux fesses et c'est pas toujours simple quand on est fatigué et on se rend compte que on fait cet effort et au final ça nous a fait presque plus de bien que d'être resté sur notre canapé parce qu'on était fatigué. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une prise de conscience finalement de la valeur de la vie? Ça veut dire que le bonheur, comme tu disais, peut se trouver vraiment dans des petites choses. C'est clair. Tu vois, se lever le matin, voir le soleil, je ne sais rien. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans un truc romantique. En plus, c'est pas du tout mon genre. Mais voir, je sais pas moi, un oiseau qui vole, une feuille d'arbre qui tombe. On est plus attentif à ça. C'est vrai on discutait avec Catherine, avec qui je fais l'association OSE. On est comme des élastiques, c'est-à-dire qu'on va monter très haut et on va monter très bas. On va descendre très bas. Et on va avoir des peurs, des angoisses, des choses dures qui sont costauds à vivre avec cette maladie. Mais en contrepartie, on va aussi faire des rencontres très fortes. On va déguster la vie et on a cette conscience en fait. Et ça, quelquefois, c'est pas simple. Hein. Il faut aller le chercher, il faut faire aussi l'effort. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie, il faut aller faire l'effort d'aller chercher ce qui va nous faire du bien. Et les associations de patients peuvent aider à ça. Elles sont là pour ça. Il y a une autre slide. Oui, il y a d'autres. C'est toi qui t'en occupes. Ça marche. Eh ben, ça ne marche pas. Non, ça marche. Oui. Ça marche.
En fait, je peux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Vas-y, je t'en prie, j'en ai parlé tout à fait au début, mais vas-y, développe. Avec l'association que j'ai créée, du coup, on est en relation avec nos pairs, qu'on a souvent en ligne. Et ce qui revient à chaque fois par rapport à un besoin de séjour, par exemple, ce qui revient dans les besoins des femmes, des patientes, c'est d'être en relation avec leur père, parce qu'elles vivent un décalage très fort par rapport à leurs proches, par rapport à la société. On disait que c'est une maladie qui ne se voit pas, sauf quand on est en soins, mais on peut être très fatiguée, douloureuse, ou ne pas aller bien, et en fait ça ne se voit pas forcément, donc c'est compliqué. On ne le dit pas à nos proches, on ne le dit pas parce qu'on ne peut pas rabâcher ça tout le temps. On les protège. Oui, et puis c'est un marathon, et c'est un marathon pour eux aussi. C'est-à-dire que voilà, heureusement, dans de nombreux cas, la maladie commence à se chroniciser. Voilà. Mais il faut tenir sur la durée. Et eux, ils développent aussi des mécanismes qui font qu'il faut tenir, il faut mettre un peu la maladie de côté. Sauf que nous, on la vit au quotidien, en fait. Mais eux, il faut qu'ils soufflent pour ne pas s'essouffler. Oui, il faut trouver l'équilibre. C'est pas facile. Et quelquefois, justement, de pouvoir échanger avec des pairs et de pouvoir tout dire à ses pairs, chose qu'on ne peut pas faire avec l'entourage ou avec... même la société, parce qu'on fait peur, parce qu'on n'a pas envie de... Mais est-ce que tu ne penses pas que tu fais peur, comme tu dis, vous faites peur, parce qu'il y a une méconnaissance aussi? Les deux. Les deux, c'est culturel. Hein. Quand on dit j'ai un cancer, des personnes qui vont pousser la discussion. Derrière ce mot, il y a des milliers de maladies différentes. Même sur le cancer du sein, il y a plus de 400 maladies différentes. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous, on le sait. C'est la société qu'il faut... donc, qu'il faut éduquer. Parler. C'est pour ça que merci à ce collectif 1310 de nous sortir de l'ombre, parce que c'est l'occasion de parler ouvertement et sans tabou, c'est écrit. C'est ça, voilà, dans une discussion 2 à 2, c'est pas toujours simple quand on parle avec des personnes qui ne connaissent pas. Là, ça permet au moins de mettre les pieds dans le plat. Par contre, moi, je trouve que c'est pas un soin de support, mais comme bouée pour pouvoir vivre avec cette maladie, c'est important de s'appuyer sur ses pairs. Et c'est pareil, on en parlera par rapport aux ressources. Il y a des réseaux qui existent, et de pouvoir parler et dire à une fille qui a la même chose, ça fait tellement du bien de ne pas garder tout ça pour soi. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas partager avec les bien-portants ou avec nos proches. Ceux qui ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais ce qui est fou, c'est que, tu vois, quand on dit pouvoir en parler sans tabou, ça veut dire que le cancer, c'est encore tabou, quoi. C'est quand même incroyable qu'en 2023, on en est toujours là. Et moi qui suis aussi sexologue, je peux vous dire que sexualité plus cancer, j'ai affaire à un double tabou. Et psy un peu. Et puis psy à mes heures perdues. Mais... Non, mais ça peut être aussi... tout le monde ne va pas. C'est pas une démarche qui est toujours facile non plus. Tout à fait. C'est important de le dire. C'est vraiment une bouée quand on ne peut pas parler facilement à ses proches. Faut pas voir la psy comme une autre maladie ou quelque chose qui fait peur, au contraire. Mais surtout qu'on ne fait pas des thérapies, on n'allonge pas le patient sur le divan en lui demandant de nous raconter son enfance. Hein. En oncologie, c'est surtout de l'accompagnement. Hein. Et ça fait vraiment un bien fou. Ça libère la cocotte. Bien sûr. Ça fait du bien. Et du coup, puis voilà, apprendre à dire, effectivement, c'est aussi... moi, je vois sur les groupes de pères, hein, de femmes... et d'hommes, mais pas beaucoup, mais il y en a un ou deux, de pouvoir discuter entre nous, ça permet en fait de se nourrir de ce que vivent les autres, et puis d'oser finalement de le faire aussi chez soi. Voilà, c'est ce qui se passe sur les séjours quand on part avec des groupes de femmes. Chacune va avoir expérimenté certaines choses, pas avoir osé d'autres, et puis en partageant ensemble, on s'entraide, quoi. C'est hyper important. La communication, c'est essentiel. C'est très riche. Et puis, il y a un autre volet qui est difficile aussi, hein, c'est la solitude par rapport à la maladie. De toute façon, on est on est un peu seul avec nous-mêmes. Donc, il y a ça. De toute façon, je crois que même quand on est très, très, très bien entouré, on a toujours une part de solitude. Ouais. Parce qu'il n'y a que la personne qui vit ce qu'elle est en train de vivre qui peut ressentir. Quoi. Ouais, donc, et qui n'arrive pas à l'exprimer, parce qu'il y a des choses qui sont inexprimables, même avec les mots. Les mots, on leur limite. C'est un rapport à sa propre vie, de toute façon. Exactement. Mais
à l'inverse, on peut aussi prendre conscience de sa propre vie. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire sur les séjours. Et je pense que c'est la même chose dans les soins de support. C'est que de ne pas s'oublier dans l'affaire non plus. On a tendance à faire bonne figure, à protéger les autres, à essayer de toujours aider. Il faut se protéger soi-même d'abord. Oui, mais c'est pas toujours, surtout quand on est une femme, c'est pas toujours inné. Hein. Donc prendre conscience de sa propre valeur, de son soi en fait. Et parce que ce rapport à la vie, c'est d'abord notre vie. Et c'est important de se coucouner et de se faire du bien. Il faut prendre conscience de son désir et de ses besoins. Oui. Parce que moi je dis toujours, si vous n'allez pas bien, autour de vous, ça n'ira pas. Donc d'abord soi-même. Il faut avoir un minimum d'égoïsme pour être heureux. Il ne faut pas trop. Souvent on bascule dans l'autre sens. On peut basculer. Mais c'est pareil, trouver des infos, des expériences de pairs, et puis s'appuyer sur les ressources qu'il y a autour de nous. Si elles ne sont pas locales, il y a des réseaux, de très beaux réseaux qui permettent de trouver des espaces de parole, d'écoute et de réconfort. Et sur les réseaux de patients ou de patientes, il y a vraiment une liberté de parole et de confiance qui est très forte. C'est ce qu'on essaye de reproduire en réel aussi quand on part sur les séjours OSE. Il y a une entraide et ça fait vraiment du bien de ne pas être seul. Et puis cet isolement, c'est aussi la société qui fait que on n'arrive pas forcément à en parler, on n'arrive pas comme ça du travail. Je crois que c'est aux patients de lever les tabous. Si on en parle naturellement, ça va commencer à je sais pas, je vais inventer un mot là, se détabousiser. Ça se dit. C'est clair. Doser. Je viens d'inventer un néologisme, de lever les tabous. Il faut oser faire. Il faut oser, mais il faut vraiment. Enfin, j'insiste. C'est de l'éducation. Il n'y a pas de honte à être malade, je veux dire. C'est bien clair. Il faut arrêter de protéger tout le monde. Voilà. Donc, il ne marche pas. Quelles ressources en soi? Du plaisir, tu viens de le dire. Ouais. Se consoler, enfin, trouver où se consoler, se projeter. Et poser toujours la question de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie, est-ce que on me demande quelque chose, est-ce que j'ai envie, oui ou non, être capable de dire non, d'abord se mettre en premier, je pense. Être capable de dire aussi à ses proches, de dire j'en ai marre, je suis fatiguée, de parler à ses proches, c'est pas simple. De parler à ses proches. De trouver la bonne entrée tout en les protégeant, trouver les bons mots. Mais c'est important que... Et être conscient qu'on n'est aucunement coupable, surtout, de rien. On est, comme je disais, on est plus victime que coupable, quand même. C'est prendre conscience de soi aussi, ouais. Et puis, donc ça, c'est des ressources qu'on peut mettre en place en soi, mais il y a aussi... dans le collectif 1310, tout un réseau d'associations sur lesquelles on peut s'appuyer, comme les cafés, l'association Europa Donna qui propose des cafés Donna, donc c'est des cafés en réel dans différentes délégations de France, donc il y en a quand même beaucoup maintenant. Il y a, sur le site internet, ça permet de se retrouver et d'échanger. Il y a des permanences, il y a des marches, il y a des activités qui sont proposées par des délégations qui sont un peu partout en France. Étincelle, c'est toi. C'est moi, moi avec une équipe quand même, mais bon. Oui. Mais du coup c'est pareil, c'est des accompagnements de bien-être. On offre entre 20 et 30 de soins de support et puis on participe, comme aujourd'hui, à pas mal de choses pour essayer de porter la parole des patients le mieux possible, en tout cas le moins mal possible. Et puis d'accompagner aussi. Et puis on a des patientes expertes, évidemment, enfin expertes ou partenaires, je ne sais pas comment on dit, on dit partenaires, des patientes partenaires qui nous aident aussi beaucoup. Il y a l'association Vivre comme avant qui a mis en place une ligne d'écoute. Donc on vous a mis le numéro, ça sera mis sur le site du collectif, mais vous pouvez aussi prendre en photo cette slide. Il y a donc, comme disait Dominique tout à l'heure, Juris Santé qui propose des coachings professionnels pour pouvoir aussi peut-être se reprojeter dans le monde du travail ou dans des projets. On l'a expliqué tout à l'heure. Et puis mon réseau Cancer du sein qui permet une diversité, il y a plusieurs groupes d'échanges qui sont dédiés par rapport aux thématiques, dont une sur le cancer du sein métastatique, mais il y en a plein d'autres, donc on sait qu'on est aussi entre nous. Et puis des informations, des webconférences, des rencontres en ligne et en réel, pareil, ça fait du bien de pouvoir se voir, et il faut aller sur les sites de chaque association pour
Pour trouver ce que chacune peut proposer, il ne faut pas hésiter à aller chercher ce qui existe. Oui. Ouais. Ce qui fait du bien. Et puis, voilà. Et puis ce qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble. Exactement. On est complémentaires et tous pour... dans un seul but, c'est d'améliorer le quotidien des patientes et des patients en règle générale. D'essayer de vivre le mieux possible avec. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on vous propose un temps de questions, si vous le souhaitez. Moi, j'en ai une, en fait. C'est que quand on parle de l'impact émotionnel, il y a aussi l'impact, j'allais dire, amoureux. Ça n'a pas du tout été évoqué dans votre table ronde. C'était pas complètement le sujet, mais il y a aussi beaucoup de patientes patients qui vivent avec une maladie métastatique qui disent combien c'est compliqué dans leur relation de couple et aussi dans leur vie intime physiquement pour diverses raisons, notamment impact de traitement. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, notamment au sein de vos associations? Est-ce que vous avez des pistes sur ce sujet-là? Et puis, si vous levez la main. En fait, moi, je suis comme sexologue, donc j'ai pas osé parler de sexualité. C'est pas que j'ai pas osé, j'en parle très librement, heureusement, parce que sinon, il faudrait que je change de job. Mais je savais pas trop si c'était ce qu'on me demandait aujourd'hui, quoi. C'est surtout ça. Oui, évidemment que sur le plan sexuel, c'est compliqué parce que les traitements, c'est toujours le même problème. Les traitements ont un impact délétère sur la sexualité. Ces baisses de libido, assèchement vaginal, etc. Et puis aussi disponibilité psychique. Surtout quand on a un cancer métastatique, où on est, comme on a dit au début, stressé, angoissé, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, on a un peu peur et tout. Alors, moi, je dis toujours, après, tout ce que je vais dire, c'est facile à dire, mais je sais très bien que dans la pratique, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est quand même très important de maintenir, quand on est en couple, le lien avec son partenaire, parce que dans un moment où justement on se sent souvent un petit peu, moins séduisant, le fait de pouvoir toujours plaire et dans les yeux de l'autre voir toujours du désir, je pense que c'est un côté thérapeutique, c'est narcissisant, c'est rassurant. Alors je parle pas d'une sexualité avec tout, pénétration, machin, etc., mais au moins un contact physique, des caresses, essayer de garder le contact peau à peau. Je crois que c'est vraiment très important. La sensualité, en fait. La sexualité, c'est beaucoup de choses, dont la sensualité. Après, sur le plan vraiment purement mécanique, il faut voir... Alors moi, je conseille à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin, d'aller voir des gynécologues, mais alors pas n'importe lesquels, qui connaissent et la sexualité, ce qui n'est pas forcément un synonyme, et qui connaissent la cancérologie. Et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais ça se trouve. Parce que effectivement, il faut voir s'il n'y a pas des traitements qui sont incompatibles. Il y a des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolée. Si on en avait une, je serais hyper heureuse. Mais il n'y en a pas. Mais il y a des solutions qui peuvent atténuer un petit peu les effets indésirables des traitements. Et puis après, il faut communiquer avec son partenaire. Je crois que c'est ça très important. Il faut lui expliquer que si on n'a pas envie, c'est pas forcément parce qu'on ne désire plus, mais c'est parce qu'on est fatigué, etc. Il faut communiquer avec lui. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel, je crois. Et vous avez l'air, j'ai l'air de faire une apalissade, mais finalement, je m'aperçois que dans les couples, on se parle pas tellement. Enfin, on se parle pas de ça, en tout cas. On se parle de beaucoup de choses. Et quand je dis, mais vous lui dites, oui, alors j'ai l'impression qu'il a peur de me faire mal. Je lui dis, vous lui avez posé la question? Ah ben non. Ok, et pourquoi? Je sais pas. Eh ben, il va falloir lui poser la question. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut communiquer. C'est la seule chose c'est la première chose à faire, je pense. Tu as l'air d'accord avec moi là. C'est clair qu'en fait, on n'a pas forcément l'habitude d'aborder certains sujets parce que y a des choses des routines qui se font ou autres. Ouais. Ça dépend des couples en fait. Sauf que là, il va falloir se réinventer ou faire différemment ou en tout cas il va falloir sortir de sa zone de confort. Parce que si on reste dans ses croyances ou dans comme tu dis, il y a un décalage en fait entre ce que pense chacun et c'est compliqué. Et oui, et puis on a tendance, surtout, il ne faut pas penser à la place de l'autre. Ouais. Moi, j'entends, je ne m'aime plus, comment peut-il encore m'aimer? Attendez, vous lui avez demandé. Et puis de l'autre côté, c'est
Elle est fatiguée, elle se fait soigner pour un cancer. Bon, moi j'ai envie, mais pour qui je vais passer? Alors j'ose pas y aller. Mais parlez-vous, quoi. Ça fait, vous avez, je sais pas, 15 ans de mariage, 20 ans, on sait rien, parlez-vous. Bon, et puis, ce qui est plus difficile, à mon avis, c'est lors d'une première rencontre. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, aller lui dire, voilà, j'ai un cancer du sein métastatique, je suis soignée, c'est plus ou moins pour toute la vie, etc., etc. C'est plus compliqué. Là, j'ai pas non plus de solution miracle. Je pense que c'est à chacune de trouver le moment, la manière, et puis de voir quel type de relation on veut commencer avec cette personne-là. Si c'est une relation d'un soir ou si c'est une relation d'une vie. C'est beau. Merci beaucoup. En tout cas, mais derrière tout ça, il y a cette idée d'échange, de parole. Et là encore, je pense que de pouvoir échanger entre patientes, d'aborder ces sujets-là entre pairs, de pouvoir voir en fait ce qui a pu fonctionner chez d'autres. Bien sûr. Ça permet aussi d'oser faire le pas, puisque parmi les soins de support qu'on peut parfois trouver dans les centres, il y a le soutien notamment des sexologues, mais c'est quand même assez peu connu. On ne sait pas forcément quand frapper à la porte. Quand on veut. Hein. Oui, mais c'est vrai que quand on est, on en parlait tout à l'heure, quand on est dans une maladie métastatique, quand on voit déjà les progrès à faire dans l'annonce, il y a beaucoup de choses compliquées dans l'évaluation du traitement de la maladie, ces yo-yo, des examens, etc. Il y a déjà beaucoup de rendez-vous. C'est pas toujours évident de savoir quand en parler. Et je crois que c'est aussi important de se dire que justement, dans cette journée du cancer du sein métastatique, il n'y a pas de tabou, il y a tous les sujets, du travail à l'intimité, la confiance en soi, de retrouver des forces pour soi-même, et puis éventuellement réfléchir à cette relation aux autres et à la relation de couple, éventuellement être aidé. Il n'y a pas de tabou, vous pouvez là aussi contacter les associations, les spécialistes, en ligne, etc. Et éventuellement vos centres de soins si vous êtes plus à l'aise dans le cadre de l'équipe de soins. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions ici? Alors, on en a là. Par rapport aux soins de support, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, Catherine, que le panier de soins de support, il est prévu pour le cancer du sein localisé. Donc il y a vraiment une bataille là où on pourrait tous s'y mettre. Et s'il y a besoin de faire une pétition, je pense qu'on aura déjà quelques centaines de signataires pour que ce panier de soins de support il soit évidemment pensé aussi pour les personnes qui ont une maladie métastatique. Mais ce qui nous perturbe, enfin ce qui fait l'objet de cette question, c'est aussi cette idée que quand la maladie est métastatique, ça ne va pas s'arrêter. Donc est-ce que ce panier, il peut être récurrent? Enfin, comment est-ce qu'il faut envisager ça? Il doit. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un reste à charge du coup. Enfin, en tout cas, reste à charge, ça veut dire qu'en gros, il faut payer. Et que du coup, souvent, la maladie métastatique, ça a impacté le travail, ça a impacté les revenus. Et s'il faut payer les crèmes, les soins de support, le soutien psy, le ci, le là, ça finit par faire beaucoup économiquement. Et ça accentue les différences majeures d'accompagnement. Alors, quelles sont les pistes aujourd'hui sur ce sujet? Écoute, les pistes, on se bat. Voilà, on essaye de faire remonter tout ça vers les pouvoirs publics. Hein. Dès qu'on peut, on y va, à l'Assemblée, au Sénat, partout. Dès qu'on voit un député, on lui saute dessus, ou un sénateur. Il y a dans la salle une spécialiste de ça, qui fait partie, qui est notre secrétaire général, et qui s'occupe justement de batailler, avec la vice-présidente aussi d'ailleurs, pour élargir ce panier de soins de support jusqu'à effectivement, en ce qui concerne les cancers métastatiques, pour faire en sorte que ce soit tout le long de ce parcours. J'ai pas encore la solution. On ne me l'a pas donné, c'est pas que je n'ai pas, c'est que pour l'instant il n'y en a pas encore, mais on fait en sorte qu'il y en ait bientôt. Est-ce que vous avez une expérience là, dans une des remarques des personnes à distance? Il y a notamment la Ligue contre le cancer qui peut parfois financer des soutiens divers et variés, et déjà qui propose aussi dans toute la France, dans les différents comités de la Ligue des soins de support. Est-ce que ça peut être aussi une piste pour être aidé? Effectivement, ils proposent. Enfin, ce qui est chouette, c'est que la Ligue, il y en a un petit peu partout. Enfin, pas partout. Il y a quand même des déserts. Ils offrent beaucoup de soins de support, mais c'est sur un temps donné.
Et malheureusement, nous, c'est pas sur un temps donné, c'est un temps incertain. Donc, voilà, il faut tenir sur la longueur. En attendant, on s'adapte aussi, voilà, en trouvant des ressources comme on peut, peut-être aussi pas adaptées. Et c'est pas facile. On voit, enfin, quand on en discute avec nos pairs. Soit c'est des activités ou des soins qui ne sont pas adaptés aux métastatiques, donc il y a un décalage dans ce qu'on vit avec les autres. Soit c'est sur une durée et c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on peut essayer de se faire aider, mais ça coûte cher, quoi. Et c'est compliqué. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement du vivre avec, même s'il dure de plus en plus longtemps. Alors, je vais pécher pour ma paroisse, hein, c'est normal. À Étincelle, on n'a pas de limite. Hein. Alors bon, il y a d'abord, pour les personnes concernées, l'après-maladie, qui est aussi une période compliquée pour diverses raisons, on s'en occupe. Mais pour les personnes qui sont atteintes de cancer métastatique, elles peuvent venir... il n'y a aucune limite dans le temps. Et aussi les proches, pas les oublier. On reçoit aussi les proches. Mais je sais que vous allez en parler après, donc je me tais. Juste, Étincelle reçoit les proches. Je ne dis plus rien. Non. Juste, je voudrais quand même profiter aussi des dernières minutes qui nous restent pour cette présentation et ce besoin d'accompagnement et soins de support. On est écouté certainement par différents politiques ou autres, ou des personnes qui vont au relais, mais aussi potentiellement par des partenaires. Je crois que c'est important aussi de dire combien on a besoin que ces soins de support en ville existent et que ces séjours thérapeutiques, dont tu vas redire 2 mots quand même, puissent se développer. Le temps de répit proposé aux personnes métastatiques, c'est pour l'instant un pilote, on pourrait dire, mais c'est vraiment un vrai besoin. Et donc derrière, si on ne veut pas épuiser des personnes qui sont en situation métastatique à aller chercher des sous, à monter des dossiers compliqués, il faut qu'on les aide. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de dire soutenez ces associations, ces projets, parce que derrière, c'est des centaines de patientes qui auront envie de pouvoir bénéficier de ce genre d'approche et qui ne peuvent pas forcément le faire aujourd'hui. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a déjà une trentaine de patientes qui ont envie de partir. Et ces séjours thérapeutiques, ce n'est pas des vacances. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est de traverser quelquefois la France, malgré la fatigue, les douleurs, parce qu'il y a un réel besoin de partager, sans tabou, d'être entre nous, d'être libre, d'être comme on est, de pouvoir... Là, tu en parlais tout à l'heure, d'être... voilà, c'est tellement invisible, tellement compliqué, on peut tellement pas en parler, c'est compliqué. Voilà. Il y a vraiment des besoins. Ces séjours, ça permet de se retrouver sur un temps donné, ça permet d'expérimenter des soins de support qu'on n'a pas forcément l'occasion, eu l'occasion, et c'est des choses qui vont nous permettre de vivre plus sereinement aussi, d'apaiser le moral, de retrouver de la confiance aussi sur le physique. De pouvoir partager sur la sexualité. S'il y en a une autre qui ose parler de la sexualité, il y en a 7 autres qui sont avides de réponses. Donc les échanges se font naturellement parce qu'on est entre nous. Alors c'est vrai que ces séjours, moi je veux les offrir. On ne demande qu'une toute petite participation parce que cette maladie nous empêche souvent de travailler, donc c'est compliqué financièrement. Et moi-même patiente, on est toutes les 3, voilà, Carole, Catherine et moi, on a conscience des besoins, on a envie d'aider, c'est quelque chose de très fort. Petite Ariane là-haut qui vient de rentrer de séjour, mais c'est un boulot à plein temps d'aller chercher de l'argent, donc aidez-moi. Voilà, merci de me donner la parole pour ça, parce que c'est... je suis patiente aussi, on est patiente, et c'est... Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de dons.